Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le 15 septembre, au cœur des 35e Journées européennes du patrimoine qui permettent chaque année aux Français de découvrir ou de redécouvrir les monuments et les jardins qui ont fait notre histoire. Et c'est ici, à Paris, place de la Concorde, à quelques pas seulement des Champs-Élysées, dans cet hôtel de la Marine en pleine restauration, que nous allons suivre des héros méconnus qui ne reculent devant rien pour préserver, sauver nos monuments en péril et rénover les trésors nationaux. Retrouvons tout de suite Christophe Zirnelt qui se trouve dans le phare de Cordouan, le roi des phares, le phare des rois, situé à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Il est le gardien du plus grand estuaire d'Europe, celui de la Gironde. On le surnomme le Versailles des mers. C'est d'ici, depuis le phare de Cordouan, que ce soir, nous allons rendre hommage aux héros du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec France Bleu. Bonsoir à toutes et à tous. Ils s'appellent Éric, Nicolas, Jean-Paul ou Jean-Michel. Et vous allez faire leur connaissance grâce à Éric Perrin. Quelques mots sur ce phare, classé monument historique depuis 1862. Il est le plus ancien en activité. Il est surtout, écoutez bien, l'unique phare au monde encore habité à l'année par des gardiens. On ira d'ailleurs les rencontrer dans quelques instants. Si je me dirige vers là, cap sur l'île d'Oléron. Sur cette île, il existe un patrimoine humain et maritime très singulier. Les écluses à poissons. Première trace, 16e siècle. Au 19e, on en comptait 230 et aujourd'hui, il en reste à peine 17 encore en activité. Jean-Michel fait partie de ceux qui en prennent grand soin. Ah, c'est impressionnant, hein. Ça fait quel diamètre? 400 mètres. Et donc là, le terrain de pêche, alors? 400 mètres d'entretien du mur. Et là, c'est le terrain de pêche. Donc là, on a le bouchot où l'eau s'écoule par là, évidemment, puisque le principe, c'est que l'eau, effectivement, puisse pratiquement entièrement s'en aller de l'écluse, que l'écluse puisse presque totalement se vider, pour qu'on puisse facilement attraper le poisson. Alors, le poisson, il vient d'où? En fait, c'est quoi le principe? Voilà, le poisson arrive plutôt du large, bien sûr. Donc il arrive là, en l'occurrence, du nord, dans le Kioche. Il entre dans l'écluse, parce qu'il vient manger essentiellement, hein. Et puis, à fur et à mesure que la mer descend, s'il s'attarde un petit peu trop à manger, à fouiller dans le sol les petits crabes, les petits poissons, il va se retrouver prisonnier, quoi. Tiens, regarde là. Deux mulets, une ortie, voilà. Les mulets vont sans doute pas être faciles à attraper. En principe, ils se laissent pas faire. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà, le principe, c'est ça, c'est de pouvoir attraper le poisson. Il est beau. Voilà, pas mal, prenable. Waouh, magnifique. Voilà, donc là, tu as une ortie. Voilà. Ça se mange, ça? Ça se mange, c'est pas très goûteux. Donc moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais la laisser repartir. Ouais. Tu vois, hein, voilà. C'est beau, hein? Mais ce qui est sympa aussi dans cette pêche, c'est de se dire, bah, ma foi, il y a du poisson, mais je le laisse. Parce que finalement, voilà, c'est pas, soit c'est une espèce qui ne m'intéresse pas, soit il est trop petit, soit j'en ai assez. Et puis, ce qui est en trop, je le laisse. Ça va repartir et faire des petits à nouveau, quoi. Voilà. Bon, là, c'est une drôle de pêche, hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec Sylvain? Voilà. Alors, on a ramené 2 pierres, parce qu'on a une petite brèche. Il faut la réparer rapidement, parce que si on ne la répare pas rapidement, si la mer continue à être forte, en quelques jours, on peut avoir une brèche de 10 mètres. Donc pour nous, 10 mètres, c'est la catastrophe. Parce qu'ensuite,
ça menace même l'existence de l'écluse. En fait, le mur, ça paraît impressionnant, mais en réalité, c'est très fragile. Hop. Vas-y. Amène vers moi. Là. Qu'est-ce que tu trouves ici? J'ai presque envie de dire tout, c'est-à-dire l'humilité par rapport à la mer. L'impatience aussi, parce que parfois on a des longues périodes sans pêcher, c'est un petit peu décourageant. Et l'esprit d'équipe, parce que c'est un esprit communautaire. Et ça, c'est très appréciable. Dans une société où on est de plus en plus livré à nous-mêmes, où tout est fait pour qu'on devienne de plus en plus individualiste, là, on doit compter les uns sur les autres. Retour sur le roi des phares, le phare des rois. C'est par cette entrée que les 22 000 visiteurs chaque année pénètrent dans le phare de Cordouan. Et la première des réactions lorsque l'on arrive ici, c'est d'être ébahi par la richesse du monument. Suivez-moi. C'est en 1584 que démarre la construction de la tour de Cordouan. Nous sommes sous le règne d'Henri III et c'est l'architecte Louis de Foix qui est en charge le dessin des travaux. Il n'en verra malheureusement jamais l'aboutissement puisqu'il mourra avant. C'est sous le règne d'Henri IV que le monument gagne en face. Il faut qu'il ressemble à la puissance du royaume. Mais c'est ensuite sous le règne de Louis XVI que l'ingénieur Teller surélève la tour de Cordouan d'une vingtaine de mètres pour lui donner la physionomie que l'on connaît aujourd'hui. Regardez ce buste, c'est celui d'Augustin Fresnel, l'inventeur de la lentille qui porte son nom, une lentille que nous irons admirer tout à l'heure au sommet du phare de Cordouan. Je voudrais maintenant vous raconter une belle histoire, faire une belle escapade en Limousin dans le département de la Corrèze. Éric et ses amis ont décidé de dessiner des paysages qui ont bien failli tomber dans l'oubli, des paysages viticoles. Nous sommes sur les coteaux du Saillant et leur travail a été récompensé par le Graal, une appellation d'origine protégée. En toute honnêteté, René, apprendre que la Corrèze est une terre de viticulture, pour moi, c'est une surprise totale. Oui, mais c'est une surprise pour beaucoup de monde. Peu de gens savent que pendant 15 siècles, ici, il y a eu des vignes sur toutes les collines, mais également sur l'ensemble du bassin de Brie, l'ensemble du bassin de la Vézère. Une viticulture qui commence grâce aux moines, aux ecclésiastes, mais est-ce que ça va devenir une grosse production au fil des siècles? Oui, l'apogée, c'est indiscutablement le 19e siècle. Et à l'époque, le pays du Brivadois, c'est-à-dire toute cette vallée du pays de Brive ici, recensait en 1850 à peu près 16 500 hectares de vignobles. C'est énorme. 16 500 hectares, ça veut dire qu'il y avait de la vigne partout, sur les collines, on y faisait probablement le meilleur vin, mais également dans la vallée de la Vézère qui est là. En comparaison, c'est quasiment le vignoble de l'Alsace actuel. En comparaison, c'est un peu plus faible. Le vignoble d'Alsace est aujourd'hui 20 000 hectares à peu près, mais on voit qu'ici, c'était à peu près comparable au vignoble d'Alsace d'aujourd'hui. Ah, explique-moi pourquoi cette histoire, elle s'arrête d'un coup. Alors, elle s'arrête d'un coup parce que, chacun le sait, le dernier quart du 19e siècle, le phylloxéra, la crise du phylloxéra. Ici, il arrive aux environs de 1876 et il détruit en 25 ans l'ensemble du vignoble. Il faut bien se rendre compte qu'il y a 15 ans, il n'y avait plus du tout de vignes sur ces terres. Alors quand une bande de copains a décidé de relancer les vins corréziens, on les a d'abord pris pour des fous. Aujourd'hui, 21 hectares sont plantés. Les coteaux de la Vézère, c'est l'histoire d'un terroir retrouvé. Ce terroir, il est sous nos pieds et il est particulier. Lui aussi, Oui. il apporte sa contribution. Oui. Sous nos pieds, c'est quoi? Sous nos pieds, ce sont des schistes verticaux, des schistes ardoisiers. Nous sommes dans le pays de l'ardoise.
Et la particularité de ces schistes ardoisiers, bien sûr, c'est de faire des vins minéraux, de faire des vins frais, mais c'est surtout d'avoir une capacité extraordinaire de permettre au cep de résister par exemple à la sécheresse. Il y a de l'eau sous nos pieds. Dans les failles des schistes ardoisiers, il y a de l'eau qui circule. C'est quoi pour toi la formule magique des coteaux de la Vézère? C'est quoi? C'est cette rencontre paysage, homme? Oui, je crois que c'est la rencontre entre une bande d'amis, une bande de copains, on peut dire aujourd'hui, de vignerons, qui ont su redonner à ces collines le visage, le paysage. Le maire du village me disait récemment, vous êtes des embellisseurs de paysages. Il suffit de regarder autour de nous. Nous sommes des embellisseurs de paysages. Ça fait plaisir quand même quand tu as Bien ce entendu, compliment. bien entendu, c'est un très beau compliment. Nous sommes ici au premier étage du phare de Cordouan sur le balcon qui l'encercle et qui offre, avouez-le, une vue absolument incroyable sur d'un côté le plein océan et de l'autre l'estuaire de la Gironde. On va le quitter un instant cet estuaire pour un autre plus modeste, c'est vrai. C'est celui du fleuve Charente. Là-bas, dans une boucle à une vingtaine de kilomètres de la mer, Louis XIV et Colbert ont eu pour ambition d'y construire le plus grand et le plus bel arsenal du royaume. Je veux bien sûr parler de Rochefort. Et impossible ici de ne pas se laisser surprendre par la fameuse corderie royale. Elle est restée jusqu'au XXe siècle le plus long bâtiment industriel d'Europe. Imaginez plutôt, sa longueur est supérieure à la hauteur de la tour Eiffel, 374 mètres de long. Tombée dans l'oubli, abandonnée et même brûlée par les Allemands en 1944 avant d'être entièrement reconstruite et restaurée. L'Hermione, construite par des véritables héros du patrimoine, compte pas moins de 400 000 pièces de bois et de métal. Aujourd'hui, elle est un élément de notre patrimoine maritime et elle fait voyager justement celui-ci partout sur la planète, sur toutes les mers. À propos de voyage et de mer, il faut parler de Pierre Loti à Rochefort. Ses voyages l'ont inspiré pour ses écritures, mais aussi pour sa maison. Sa maison où les invités passaient d'une salle Renaissance à une salle gothique, d'une mosquée à un salon turc. Aujourd'hui, la maison de l'auteur de Pêcheurs d'Islande est menacée. Elle est fermée au public et elle doit subir d'importants travaux. C'est un véritable coup de cœur pour Stéphane Bern et elle fait partie des 18 monuments emblématiques qui bénéficieront en priorité du Super Loto du patrimoine. Continuons ensemble l'ascension du phare de Cordouan pour atteindre le sommet après avoir gravi 301 marches. Mais auparavant, je voudrais qu'ensemble nous fassions la connaissance d'un nouvel héros du patrimoine. Il habite sur les côtes médocaines et de là où il est, il voit le phare de Cordouan le jour comme la nuit. Sa passion à lui, c'est l'histoire du XXe siècle, le mur de l'Atlantique et la sauvegarde des bunkers. Il n'a de cesse de les désensabler pour que les assauts du temps ne les fassent pas tomber dans l'oubli. Jean-Paul, rien que sur le site des Arros, il y a combien de bunkers? Il y en a plus de 20, Et sur une distance de combien? à peu près 1 kilomètre. Donc c'est voilà. déjà une place importante dans, C'est une dans place ce mur de importante, l'Atlantique ici. c'est un point stratégique à cause de l'entrée de l'estuaire sur 350 qui ont été construits. Donc là, on s'approche. Du poste de direction de tir, c'est le plus gros ouvrage. Il fait 1500 mètres cubes de béton, il fait 65 tonnes de ferraille sur 4 niveaux, 10 mètres de haut. Ah, mais ça pèse une tonne cette porte. 2 fois 320 kilos. Et ça continue à s'ouvrir comme ça? Oui, je les ai toutes dégrippées. Alors, explique-moi, quand tu as commencé ton travail, Oui, c'était dans alors- quel état? Alors j'ai un repère parce que regarde bien, ici on a l'emplacement d'un tasseau en bois, c'était pour éventuellement y fixer un revêtement mural. Et donc debout sur mon tas de gravats, avec ma main j'arrivais à toucher le plafond. Bon, ça veut dire quoi? Le sable et le gravat, il arrivait à quel endroit? Ici.
Puisque là, je suis rentré par là à plat ventre. Mais par rapport à la pièce, ça veut dire que ça fait une quantité de sable phénoménale. Oui, il a fallu 2 ans pour vider rien que cette salle. Donc je ne peux pas te dire le nombre de mètres cubes, mais je sais qu'avec les 24 autres ouvrages que j'ai désensablés, j'ai fait le calcul, en gros, 650 mètres cubes. Avec 2 seaux. Avec 2 seaux? Avec 2 seaux uniquement dans cette salle, parce qu'on ne peut pas mettre de brouette pour monter. Au dernier saut, j'ai jeté la pelle, j'ai un cri de fauve. C'est solide. Ouais, c'est bon. Donc Eric, ici nous sommes dans un poste d'observation, c'est le niveau de l'extérieur qui est à ras du sol, qui permet avec ces fentes à 180 degrés de pouvoir visionner à la jumelle, à la lunette binoculaire ou géométrique, et éventuellement un poste à mitrailleuse. Pour quelle raison personnelle tu t'impliques autant, toi, dans cette histoire? Ça fait 16 ans que je me suis impliqué pour rendre un hommage particulier à mon père, qui a été réquisitionné par la STO en tant que service du travail obligatoire. Ce sont des gens qui ont souffert énormément pendant 2 ans pour construire tous ces ouvrages indestructibles. Et deuxième raison, pour rendre hommage également à tous les soldats français qui sont tombés, qui ont perdu la vie pour nous libérer. Si tu ne faisais pas ce travail, les bunkers, peut-être, on les verrait plus aujourd'hui. Donc ce devoir de mémoire, il pourrait plus se faire. C'est exact, oui. Il a bien fallu qu'il y en ait un qui retrousse les manches pour... En fait, on était plusieurs au départ. Et petit à petit, ils ont décroché. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé tout seul. Et je me suis posé la question, si je décroche à mon tour, c'est fini pour l'histoire. Ça restera des dépôts d'ordures, des squats, des ronciers. Et l'histoire sera finie. Donc il faut toujours quelqu'un qui soit là pour perpétuer une mémoire. Nous sommes maintenant dans un lieu extraordinaire, un lieu unique au monde. C'est la chapelle Notre-Dame de Cordouan. Le lieu n'est pas désacralisé. Ici sont encore célébrées quelques cérémonies tout au long de l'année. Ce lieu est fragile, comme l'ensemble du phare. Il faut donc en prendre grand soin. Et c'est l'une des missions aujourd'hui des gardiens du phare de Cordouan. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous êtes l'un des 2 gardiens de ce phare en fonction ici cette semaine. On est en plein milieu de l'estuaire de la Gironde. C'est Oui. pas possible de se lasser d'un paysage comme ça. Ben, on s'en lasse pas, hein. Tous les jours il y a quelque chose de nouveau. Ça fait combien de temps que ça dure pour vous 10 ans maintenant. 10 ans. 10 ans, pas pour moi hein, que je suis Ouais. ici. Et puis c'est vrai que ben, voilà, il y a tous les jours quelque chose de nouveau. Puis en plus là c'est la belle saison. En plus, parce que c'est quoi le boulot d'un gardien? Parce que là c'est sympa, c'est l'été, mais l'hiver, en plein hiver, tous les jours, c'est quoi une journée type? Ah bah l'été on accueille les visiteurs, là il y en a pas mal, il va y en arriver bientôt. Mais l'hiver, c'est faire vivre ce phare, l'entretenir, faire beaucoup de ménage, l'aérer, voilà. C'est un lieu fragile. C'est assez fragile, c'est-à-dire que c'est comme une maison. Si il était fermé, il aurait tendance à se dégrader certainement plus vite. Mais il y a aussi un aspect de votre métier qui est assez symbolique, c'est celui de la transmission. La transmission de tout ce qui s'est passé sur ce phare. Mon petit doigt m'a dit, Lionel, que vous aimiez raconter au public, que vous aimiez cette confrontation-là avec les touristes qui viennent. Ah oui, oui. Et puis ils sont friands de tout ça. Et plus ils sont friands, plus nous, on essaye de leur apporter des anecdotes, des expériences, Ils sont friands des tempêtes quand il y en a, qu'on leur raconte, si ça passe par-dessus. Ça arrive? Oui, ça arrive. Oui, l'hiver, c'est une autre saison. Ouais. Mais je veux pas être... Oui, mais on attend un petit peu ça aussi. Ah ouais? Bah oui, c'est peut-être un peu trop bleu, là.
C'est bien quand ça cogne aussi, c'est ça. C'est bien, ça. ouais. Quelle relation vous entretenez avec le phare de Cordouan à la fois quand vous êtes ici et à la fois quand vous êtes sur la Terre? Ben, c'est-à-dire que, logiquement, quand on part à terre, il faudrait oublier le phare. Il faudrait l'oublier. Et quand on revient, il faut y penser. Mais on aurait tendance, même à terre, à continuer à y penser. Mais normalement, il faudrait faire une coupure. Parce que bon, quand on a passé 15 jours ici, ben, on part avec le phare un petit peu. Mais on va retrouver la famille, donc il faut l'oublier quand même un peu. Mais il vous quitte jamais complètement Non, le jamais phare? complètement, Ah. non. Non, on a toujours quelques coquillages ramassés, on a toujours quelques bois flottés ramassés qui sont dans la caisse et qui nous rappellent quand on ouvre, ben voilà, on y était. Est-ce que vous avez pensé au jour où le gardien que vous êtes, Lionel, va quitter définitivement ce lieu, les coursives, ici la couronne sur laquelle on est, ce regard quand on le porte en haut du phare comme ça? Est-ce que vous avez pensé à ce jour-là, au moment où pour la dernière fois, vous prendrez votre bagage et vous quitterez le phare? Oui, j'y pense. Je me dis, ça sera les souvenirs, Des beaux souvenirs? je pense, ouais. Ouais. Faudra peut-être penser au mauvais pour mieux l'accepter. C'est une belle conclusion. Vous savez, Lionel, ce soir, on a parlé des héros du patrimoine et le phare de Cordouan en était un formidable symbole. Évidemment, on s'est baladé partout en Nouvelle-Aquitaine, mais il manquait un lieu. Et j'aurais vous présenter un garçon qui s'appelle Nicolas. Nicolas, c'est un maçon cordiste et il prend grand soin d'une flèche assez incroyable. Alors ici, c'est 68 mètres de Oui. haut. La flèche Saint-Michel de l'église à Bordeaux fait 114 mètres de hauteur. Nicolas fait partie de ceux qui gravissent régulièrement cette flèche pour en prendre grand soin et Éric Perrin l'a suivi. Et ça, c'est la surveillance qu'on a depuis des années sur la flèche, où on y vient régulièrement observer, mesurer, surveiller la vieille dame pour qu'elle soit là. Elle est debout depuis 492, donc on ne voudrait pas qu'elle tombe, et donc on est là à son chevet. La première fois où tu es monté là-haut, Nicolas, t'en souviens encore ou pas? Ah oui, parce que c'était assez particulier. Tempête 99. Et on me dit, faut monter là-haut pour aller voir si ça tient, si la flèche, elle tient debout. Vous savez, quelqu'un est déjà monté, et là on me dit, bah si, en 1945. Ils ont été mettre un drapeau bleu, blanc, rouge. Wow. Je fais quoi? Et depuis, bah on sait pas. Mais ça tient la flèche. Ah ça, bah c'est vous qui allez nous le dire. Et puis t'arrives en haut, et puis, bah non, elle est comme neuve. La flèche Saint-Michel, elle a un caractère fantastique. Ce campanile planté au milieu de la ville, tu as l'impression de toucher le passé, de faire ce voyage dans le temps de Bordeaux, et d'être toi-même ce petit élément qui fait que ce monument est là depuis 600 ans et qui sera là encore bien après notre mort. Et ça, c'est juste magnifique. Ça donne un sens à la vie presque. Alors toi, t'as pas peur? T'as pas le vertige? On fait les beaux, on dit oh, même pas mal, on a du sang d'Indien, non, taratata. On a le vertige aussi, et ça fait, c'est impressionnant quand même. On est les rois du monde ici. Eh. Là, ici, on vole au-dessus de la ville.
C'est en 1823 que Fresnel a utilisé ici à Cordouan pour la première fois sa fameuse lentille Fresnel. Des lentilles qui, dorénavant, équipent la plupart des phares sur l'ensemble de la planète. Et chose très surprenante, regardez, c'est la taille de l'ampoule. Sa puissance, 250 watts. C'est une ampoule qu'on pourrait tous avoir à la maison. Oui, mais le faisceau lumineux, lui, est de 19,5 000 marins. C'est l'équivalent d'environ 36 km. Alors on est dorénavant à 68 mètres, quasiment, au-dessus du niveau de la mer, au sommet du roi des phares, du phare des rois, le phare de Cordouan. Ce soir, il était le symbole de tous les héros du patrimoine. Ici, il sauve une fontaine dans un village, là-bas un château, ailleurs une forêt. Et vous aussi, vous pouvez devenir à votre manière un véritable héros du patrimoine en visitant ces lieux d'exception. Ce soir, nous avons tenu à rendre hommage aux héros du patrimoine. Et lorsque cette ampoule s'illuminera à nouveau cette nuit, le phare de Cordouan guidera, comme il le fait maintenant depuis 4 siècles, les marins à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Belle soirée à tous.